Si tu marches seul près de l'eau une nuit d'orage et que tu entends un enfant pleurer, que fais-tu? Ton instinct, ton humanité, te hurle d'aller l'aider. C'est normal, c'est ce qui fait de toi un être humain. Mais au Japon, cet instinct précis a un prix. Et ce prix, c'est ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un yokai qui n'attaque pas tes faiblesses, mais ta bonté. Une créature qui utilise la pitié comme une arme de destruction massive. On appelle la Nure-onna, la femme mouillée. Et une fois qu'elle t'a tendu son piège, aucune force au monde ne peut t'en libérer. Ferme bien ta porte, écoute la pluie tomber. Bienvenue dans le registre yokai. Pour comprendre l'horreur absolue de cette créature, il faut remonter à la période Edo, sur les côtes déchiquetées de l'île de Kyushu. Imagine un pêcheur, appelons-le Kenta. Un homme robuste, fatigué par une journée de tempête. Il attache sa barque dans l'obscurité. La pluie glace ses eaux. Soudain, à travers le rideau d'eau, Kenta voit une silhouette, une femme. Elle est agenouillée au bord de la plage, là où les vagues viennent mourir. Ses cheveux noirs sont si longs et si trempés qu'ils collent au sable comme des algues mortes. Elle sanglote, et dans ses bras, elle berce un petit paquet emmailloté, un nourrisson. Kenta s'approche, il lui demande si elle va bien. La femme ne se retourne pas. Elle se contente de tendre les bras en arrière, lui offrant le bébé. « Aidez-moi » murmure-t-elle d'une voix sifflante. « Prenez-le, juste un instant. » Tu ferais quoi à sa place? Il prend le bébé. C'est là que le piège se referme. Au moment où les mains de Kenta se referment sur les langes, la femme se retourne enfin. Ce n'est pas une femme. Son cou s'allonge, s'étire sur des mètres. Sous l'eau, son corps n'est pas humain. C'est le corps gigantesque et écailleux d'un serpent marin. Kenta veut fuir, lâcher le bébé, mais il ne peut pas. Le petit paquet emmailloté qu'il tient dans ses mains vient de changer de nature. Il ne pèse plus le poids d'un enfant. Il pèse le poids d'un rocher, puis de deux. Ses bras cèdent, ses genoux se brisent sur les galets. Il est cloué au sol, littéralement écrasé par la compassion qu'il vient de montrer. La Nure-onna s'approche lentement de lui. Ses yeux brillent d'une lueur reptilienne. Et de sa bouche entr'ouverte, elle déroule une langue noire, interminable. Elle n'a pas besoin de mordre. Sa langue est une paille charnue qu'elle plonge directement dans les veines de sa victime paralysée, pour en aspirer chaque goutte de fluide vital, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide sur le sable. Si on ouvre les anciens parchemins et les encyclopédies yokai, la description de la Nure-onna est toujours la même et elle est glaçante. Elle est l'incarnation de la noyade. Elle mesure des dizaines, voire des centaines de mètres de long. On dit que sa queue est si puissante qu'elle peut briser la coque d'un navire de guerre. Mais ce qui la rend si fascinante et si mortelle, c'est son intelligence sociale. Et le pire, c'est qu'elle ne travaille pas toujours seule. Dans certaines régions du Japon, comme dans la préfecture de Shimane, la Nure-onna a développé une symbiose cauchemardesque avec un autre monstre, le Ushi-Oni, le démon taureau. Le mode opératoire est machiavélique. La Nure-onna joue la pas. Elle te confie le faux bébé. Tu es cloué au sol par le poing. Et pendant que tu supplies pour ta vie, l'eau se met à bouillir. L'Ushi-Oni, une abomination gigantesque avec un corps d'araignée et une tête de bœuf, émerge des profondeurs pour venir te dévorer vivant. L'un te paralyse, l'autre t'exécute. C'est de la chasse en meute au niveau mythologique. Tu te dis sûrement que tout ça, ce sont des histoires pour faire peur aux pêcheurs du XVIIIe siècle, que c'est fini. Mais le propre des yokai, c'est qu'ils évoluent. Imagine aujourd'hui,
tu roules en pleine nuit sur une route côtière isolée près de la mer du Japon. La pluie bat tes essuie-glaces. Sur le bas-côté, tu vois une jeune femme. Elle porte un long manteau complètement détrempé. Ses cheveux masquent son visage. Elle semble bercer quelque chose sous son manteau. Tu ralentis, tu baisses ta vitre. Tu lui demandes si elle a besoin d'aide, si elle veut monter. Elle ne répond pas. Elle s'approche lentement de la fenêtre de ta voiture et elle te tend un sac lourdement fermé. Dans notre monde moderne, le piège ne prend plus forcément la forme d'un bébé en lange. C'est l'empathie, le doute qui te tue. Au moment où tu saisis ce sac, pensant prendre ses affaires pour l'aider à monter, tes bras s'effondrent. Le sac pèse 1 tonne. Tes poignets se cassent sous la pression contre la portière. Tu es coincé dans ton propre véhicule. Et quand tu lèves les yeux, priant pour comprendre ce qui t'arrive, tu remarques que la moitié inférieure du corps de cette femme n'est pas sur la route. Elle descend en boucle, glissant dans la bouche d'égout la plus proche, s'étirant sur des dizaines de mètres dans les ténèbres sous l'asphalte. Alors, comment survit-on ? Comment échapper à un prédateur qui n'utilise pas la force, mais qui retourne ta propre humanité contre toi ? Pendant des siècles, les habitants des côtes de Kyushu et de Shimane ont cherché des failles. Ils ont compilé des règles de survie, des règles écrites dans le sang de ceux qui ont échoué. La première règle du folklore est cruelle, mais vitale. Le doute absolu. Si une femme t'approche de l'eau la nuit, tu dois détourner le regard. Ne croise jamais ses yeux. Dans certaines légendes, le simple contact visuel avec la Nure Onna suffit à te paralyser sur place, te transformant en une proie facile avant même qu'elle ne te tende l'enfant. Mais que faire si le piège s'est déjà refermé, si tu as déjà tendu les bras par instinct ? Les anciens textes parlent d'une parade, une seule, une ruse psychologique pour tromper l'abomination. Si la Nuleona te tend le bébé, tu dois faire semblant de l'accepter. Mais au dernier moment, tu ne dois pas utiliser tes mains nues. Tu dois tendre un objet, un gant de paille très épais, un morceau de bois ou ton propre manteau. Au moment où le faux bébé touche l'objet, son poids se décuple et écrase ce qu'il touche. Si tu as utilisé un substitut, c'est l'objet qui est cloué au sol et non ton propre corps. L'illusion est brisée. Pendant ces quelques secondes de confusion, pendant que la créature réalise qu'elle a été trompée, tu as exactement une chance de courir. Et tu ne dois jamais, au grand jamais, te retourner. Cependant, le folklore japonais a une notion très stricte de l'équilibre. Refuser d'aider une mère en détresse, même s'il s'agit d'un monstre, laisse une tache sur ton âme. Ceux qui survivaient à la Nuleona en fuyant rentraient souvent chez eux pour découvrir qu'une malédiction, un tatali, s'était abattue sur leur foyer. La maladie, la folie ou l'appel irrésistible de l'océan qui finissait par les pousser au suicide des années plus tard. Tu survis au corps à corps, oui, mais l'océan n'oublie jamais sa dette. La vraie terreur de la Nuleona ne réside pas dans ses crocs ou dans son corps de serpent. Elle réside dans le fait qu'elle punit notre humanité. Si tu fuis une femme en détresse, tu survis, mais tu dois vivre avec la culpabilité d'avoir ignoré quelqu'un qui avait peut-être vraiment besoin d'aide. Si tu l'aides, tu meurs. C'est un paradoxe macabre, une partie d'échec où chaque mouvement mène à ta perte. Je te laisse méditer là-dessus. Si tu as apprécié plonger dans ces eaux sombres avec moi, abonne-toi au registre Yokai et la prochaine fois que tu te promènes près de l'eau et que tu entends un cri de détresse, demande-toi si c'est vraiment un humain qui t'appelle ou si c'est l'appât d'un prédateur millénaire.